Donc le thème de la soirée, c'est poser des questions fortes ayant du sens. Et sixième compétence d'ICF. Alors j'aimerais d'abord commencer la conférence en rappelant le cadre dans lequel nous travaillons. Parce que poser des questions fortes qui portent du sens, c'est en même temps très important et ça pourrait en même temps être très dérangeant, dans le sens où nous sommes dans un contrat de coaching. Et je voudrais vous donner ma définition. Le coaching est pour moi une relation contractuelle. Donc il y a un contrat, il y a deux personnes qui sont d'accord de coacher et d'être coachées, et au cours de laquelle le coach accompagne le coaché dans la détermination, la précision et l'accomplissement de ses objectifs personnels ou professionnels. Le coach est responsable de la mise en œuvre des décisions prises avec son coach et donc des résultats. Le coach a une obligation de moyens qui est de mettre au service de son coaché ses compétences et son éthique pour permettre au coaché de prendre conscience de sa situation de façon systémique, c'est-à-dire en tenant compte de tout son environnement, afin de prendre les meilleures décisions pour lui en respectant son environnement. Il l'accompagne dans la mise en œuvre des décisions jusqu'à l'atteinte des résultats. C'est donc un parcours d'apprentissage, de développement personnel et ou professionnel. Et donc cette notion de contrat, elle est vraiment fondamentale parce que parfois, emporté par la passion de notre métier, lorsqu'on est coach débutant, on se prend à faire du coaching sauvage avec ses conjoints, ses enfants, sa belle-mère. Et pour se poser des questions fortes portant du sens n'est peut-être pas à faire en toutes circonstances. Donc, je crois qu'il faut le remettre vraiment dans un cadre qui est ce cadre professionnel contractuel. Puisque nous parlons de coaching, nous parlons fondamentalement de changement. Alors, au départ, souvent, le coaching a commencé avec des problèmes. Les gens avaient des problèmes et ils voulaient changer. Mais ce n'est pas que ça. On voit en sport que le coaching est une technique qui est utilisée pour améliorer les performances. Et de plus en plus, que ce soit en vie privée ou en vie professionnelle, les gens peuvent avoir envie de coaching pour faire une transition, pour faire une promotion, pour atteindre quelque chose qu'ils n'ont pas, même s'ils n'ont pas de problème. Donc, la chose qui est évidente, c'est que nous voulons changer. Et je prends le modèle de Tim Gallwey. Tim Gallwey est en fait un ancien champion de tennis qui était psychologue et assistant à l'université à Harvard. Et après un an de cours théoriques qui l'ennuyait très fort, il a pris une année sabbatique et il a décidé de devenir entraîneur de tennis. Et il s'est rendu compte que ce qui faisait la différence en tennis n'était pas la technique, mais le jeu mental. Il a écrit un premier livre de Inner Game of Tennis et après avoir développé cela en tennis, il l'a développé en golf et puis dans le domaine du travail. Et il a développé ce triangle. Le changement est pour lui une question de confiance, de conscience, de choix et de confiance. Il n'y a pas changement sans conscience. Nous sommes des personnes qui avons nos zones de confort et nos habitudes, et nous ne changeons que si nous sommes conscients que nous devons changer, ou qu'il est fortement recommandé que nous changions. Donc la conscience, vivre en conscience, est la première chose. Il y a après la conscience que l'on peut changer, la conscience des possibilités, des choix. Et puis une fois qu'on a décidé, on choisit avec confiance le choix que nous avons choisi. Quand on parle de conscience, l'outil que nous utilisons évidemment beaucoup en coaching est la fenêtre de Johari, que vous connaissez probablement tous, et où nous allons beaucoup travailler sur ce que nous appelons le jardin secret, le masque, la zone cachée. Il y a en effet des tas de choses que nous ne savons pas de nous et que les autres savent de nous. C'est probablement une zone dans laquelle le coach va poser beaucoup de questions et basé essentiellement sur qu'est-ce que les autres ont dit au coaché et qu'il n'a pas entendu ou qu'il n'a pas traité.
et quelles sont les choses que nous voyons, que nous avons envie de demander, ou quelles sont les choses que nous voyons incohérentes entre le verbal et le non-verbal du coaché. Donc tout ce que nous pouvons remarquer que le coaché n'a pas l'impression de remarquer est vraiment une zone absolument fondamentale puisqu'elle est présente et que malheureusement la personne ne s'en rend pas compte. Je reprends ce que ICF a dit au niveau de poser des questions fort ayant du sens, et donc je reprends simplement ce qui est mis sur le site. Et donc on nous demande d'avoir l'aptitude de poser des questions qui permettent de révéler les informations nécessaires pour profiter au maximum de la relation d'encadrement et en faire bénéficier le client. Quand on dit les informations nécessaires, ce sont les informations nécessaires au coaché. Le coach a besoin de très peu d'informations. Nous travaillons sur le processus et souvent nous nous laissons embrigader et emporter par des tas d'informations qui ne servent en rien l'objectif à atteindre. Et donc j'en reparlerai tout à l'heure en parlant de la ligne du temps. Ce qui est important, c'est de savoir ce que la personne veut obtenir. Et donc, nous allons surtout poser des questions par rapport à ce sujet. Poser des questions qui soulignent l'écoute active et la compréhension de la perspective du client. Vous savez, comme moi, que la qualité d'un coaching ou d'une thérapie dépend de la qualité de la relation entre les deux personnes présentes et que cette qualité est fortement dépendante de l'écoute. Probablement que le manque d'écoute est une des choses dont nous souffrons le plus dans notre vie. Nous sommes peu écoutés et il y a des gens qui payent pour se faire écouter parce qu'ils ne sont pas compris. Et avoir quelqu'un qui nous écoute, qui nous comprend et qui nous montre qu'il nous écoute et nous comprend est vraiment quelque chose d'essentiel pour le coacher. Au-delà de ça, nous allons poser des questions qui évoquent la découverte, l'introspection, l'engagement ou l'action. Quand on dit l'introspection, ce n'est pas quelque chose de naturel pour certaines personnes, et certainement des gens qui commencent un parcours de coaching n'ont peut-être pas fait le travail que nous faisons depuis quelques mois ou années nous-mêmes, et j'entends très souvent la réponse « je ne sais pas » quand je demande à quelqu'un une question qui est importante. Pourquoi fait-il ceci? Qu'a-t-il envie de faire? Il y a une sorte de réponse automatique alors même que la personne ne réfléchit pas. Et donc je vous invite vraiment à poser des questions et de laisser le temps à la personne de réfléchir et de rentrer dans l'introspection. Moi j'aime bien utiliser l'humour et je lui dis « comment veux-tu savoir si tu n'y as pas réfléchi ?» Et inviter la personne à rentrer dans la réflexion et de lui faire comprendre qu'il a en lui les réponses aux questions qu'il se pose ou que nous lui posons. Nous allons donc poser des questions qui sont circonstancielles, qui sont ouvertes, qui créent une plus grande clarté, ouvrent une plus grande possibilité et un nouvel apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais nous sommes très souvent enfermés dans nos habitudes, dans notre cadre de référence, dans le système qui est le nôtre, dans notre point de vue. Et quand des gens parlent d'une relation, ce qui est étonnant, c'est que très souvent ils parlent d'un problème relationnel avec une autre personne, mais en ne l'envisageant que de leur propre point de vue. Je n'ai pas le temps de définir l'outil aujourd'hui, mais les positions perceptuelles et qui est l'outil de PNL qui nous permet d'envisager la position de l'autre et de se dire, tiens, mais qu'est-ce que l'autre pensait s'il était dans cette situation? Qu'est-ce que lui vit, comment lui ressent les choses et de vraiment se mettre dans ses chaussures et pas comme on fait d'habitude, de se dire qu'est-ce que je penserais si j'étais à sa place. Ce n'est pas qu'est-ce que je pense si j'étais à sa place, c'est qu'est-ce que lui pense à sa place, avec sa vie, avec sa façon de penser. Et donc, on va poser des questions qui vont obliger le client à se tourner vers ce qu'il souhaite.
et non pas des questions qui demandent au client de se justifier ou de regarder en arrière. Nous reviendrons sur la notion du temps tout à l'heure, mais un point qui me semble essentiel à citer dès maintenant, c'est le point de l'autonomie. L'autonomie en grec, c'est autonomos, c'est la faculté que nous avons de faire nous-mêmes la loi, de faire notre loi et de se dire mais qu'est-ce qui est important pour moi? Alors l'autonomie totale, bien entendu, elle n'existe pas puisque nous vivons en société et nous dépendons de lois, nous dépendons de systèmes, nous dépendons de la nature, mais malgré tout, il s'agit de notre vie. Et probablement que c'est là que se trouve vraiment l'essence du coaching, qui est de dire, nous coachs, nous sommes là pour aider nos coachés à être autonomes, à prendre des décisions autonomes. Et je me rends compte en tout cas que dans mon chemin de vie, il a été pour moi important de couper le cordon ombilical, assez tardivement d'ailleurs, avec mon éducation, avec des principes qui m'ont été inculqués par mes parents, principes qui étaient très bons pour eux, mais peut-être pas pour moi. Et donc, notre objectif est de devenir quand même autonome, de vivre notre vie. Et il y a en fait 7 étapes à l'autonomie. La première est la dépendance réciproque. Et beaucoup de gens sont en dépendance réciproque et ne réfléchissent pas pour eux, mais ils réfléchissent au travers de la relation symbiotique dans laquelle ils sont. Et cela peut durer assez longtemps, que ce soit personnellement ou professionnellement. Cette dépendance réciproque n'est valable n'est utile que pendant quelques mois. Et après, eh bien, il faut sortir de cela. Le but de la vie étant de devenir autonome. Il y a 2 exceptions. Si on est malade ou handicapé physique ou mental, on n'est pas complètement autonome et donc l'autonomie sera relative. Mais en dehors de ça, l'objectif des parents est de rendre leurs enfants autonomes. L'objectif des éducateurs est de rendre leurs étudiants autonomes. Un des objectifs des managers et leaders pourrait être, dans un certain style de management, de rendre leurs gens autonomes pour qu'ils puissent être indépendants, pour qu'ils puissent faire un travail qui leur convient à leur manière. Mais ça, c'est évidemment une question de valeur et de principe de management. Si on veut amener à l'autonomie, je vous laisse le temps de dire cela plus tard, mais donc il y a 7 étapes et on passe évidemment par l'opposition d'une personne, l'opposition réciproque. Quand on est fatigué de l'opposition, on rentre dans l'indépendance, et puis quand on est fatigué d'avoir été indépendant tous les deux de chaque côté, on a parfois envie de refaire des choses ensemble, et on va rentrer dans cette phase d'interdépendance. En fait, par rapport à cette autonomie du coaché, ce qui est important pour le coach, c'est de bien connaître cet outil-là, et de savoir que le coaché va rentrer dans ces différentes phases par rapport à la relation avec son coach. Donc, il y a au début du coaching une forme de symbiose et de dépendance réciproque. Il va y avoir une phase d'opposition et il va y avoir une phase à un moment donné où le coaché va pouvoir se dire « mais moi ça va, je sais, j'ai plus besoin de toi, je continue tout seul », alors même qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Donc, nous risquons de passer par toutes ces phases. Ce qui est important, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout et de rentrer dans cette interdépendance où nous sommes tous les deux vraiment responsables de nous-mêmes. Alors, je vois une question de Gisèle. Bonsoir Gisèle. Et tu demandes comment peut-on être indépendant dans un monde qui amplifie les dépendances? Alors le monde, oui, c'est vrai que le monde amplifie les dépendances d'un certain côté. Et puis je crois aussi qu'il y a une autre vision qui est que peut-être que on n'est pas obligé de rentrer dans cette demande de dépendance. Je crois que le monde est en train de changer.
Et si tu veux, je vois en tout cas mondialement pour le moment, et par exemple en Europe, que l'Europe devient de plus en plus de pays qui se mettent ensemble, et en même temps, je vois que dans chaque pays, il y a une demande de plus en plus grande d'autonomie des régions. Donc je crois qu'on a ce double courant qui est en même temps, on a besoin d'être ensemble, et il y a aussi cet autre courant qui est, on a besoin d'être nous-mêmes et de vivre les choses comme nous aimons les vivre. Donc, ce n'est pas facile d'être autonome parce que les gens aiment que nous soyons des clones et que nous restions dans un certain système. Et en même temps, bon, mais le chemin peut-être du bonheur et de l'efficacité n'est pas le chemin de la facilité. Donc, comment rester? Ben, en sachant ce qu'on veut et en ayant la volonté de continuer. Et probablement, puisqu'il y a un dicton qui dit qui se ressemble s'assemble, s'assembler entre gens qui veulent être autonomes plutôt que de s'assembler auprès de gens qui veulent garder les gens sous leur coupe ou en tout cas sur une forme de dépendance. Alors Didier, tu demandes si les dépendances ne sont-elles pas fonction de nos besoins. Ben, il est certain qu'il y a des moments de la vie où nous avons besoin de dépendance, c'est tout à fait évident, et aussi bien quand on est jeune que quand on est plus âgé. Tout dépend si la dépendance elle est saine et si elle est momentanée ou si elle est, à long terme. Je crois qu'à l'âge adulte, nous devons tendre vers notre autonomie. Dans notre jeunesse, nous allons apprendre de sortir de la dépendance pour aller vers l'autonomie. Et malheureusement, peut-être que pour certains d'entre nous, lorsque nous arriverons à la fin de nos jours, on retombera dans certaines formes de dépendance parce que, soit physiquement ou psychologiquement, nous ne pourrons plus être autonomes. Ce n'est pas ce que je nous souhaite, mais c'est quelque chose de possible. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'autonomie est fondamentale. Pour nous, coachs, il est fondamental de reconnaître l'autonomie du coaché par rapport à sa demande de coaching, par rapport à ses objectifs et par rapport à l'atteinte de ses objectifs. Et donc, nous sommes là pour être responsables d'un processus dans lequel l'autre est responsable de ses résultats. Et pour illustrer cet exemple-là, je vous montre le triangle dramatique de Karpman que vous connaissez probablement en analyse transactionnelle où, quand nous ne sommes pas dans une énergie d'autonomie ou de respect réciproque, quand nous sommes dans une énergie négative, eh bien, nous pouvons être persécuteurs, sauveurs ou victimes. Et c'est évident que lorsque nous sommes dans cette relation de jeu en analyse transactionnelle, cette relation qui est finalement extrêmement complémentaire, nous sommes dans une dépendance réciproque. Et il y a des gens qui se complaisent là-dedans pendant des mois et pendant des années, mais nous ne sommes pas autonomes parce que nous avons besoin de l'autre pour continuer à jouer ce jeu. Donc, ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à creuser l'analyse transactionnelle, à creuser les outils de l'autonomie au travers d'outils d'AT, parce que c'est le fondement même de la philosophie de l'AT et d'aider les gens à être autonomes dans le respect de soi et des autres, et de dire nous avons tous le droit à être différents et à vivre dans nos différences. Je vois que j'ai une... Ah non, je n'ai plus de... Si. La différence ne réside-t-elle pas dans le fait d'être consciemment dépendant? Mais tout à fait, c'est Béatrice, tout à fait Béatrice. Si on est conscient d'être dépendant et que c'est temporaire, ben, il n'y a pas de souci, on peut très bien choisir pendant un moment d'être dépendant. Par contre, est-ce que je pourrais vous recommander d'être consciemment dépendant toute votre vie? Oui, mais à ce moment-là, vous n'irez pas en coaching. Si quelqu'un vient en coaching, c'est normalement quand même pour sortir d'une certaine dépendance. Et sinon, ben, la question que moi je poserais, c'est puisque vous êtes consciemment dépendant, pourquoi venez-vous en coaching? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Alors, en coaching, par rapport à la thérapie et d'autres choses, nous parlons beaucoup de la ligne du temps, dans le sens où
on dit en général que la thérapie s'occupe du passé, que le coaching s'occupe du présent et du futur. Je suis à moitié d'accord avec cela, parce que comment est-ce possible d'aider quelqu'un sans connaître un minimum de son passé, sans comprendre comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Puisque de toute façon, nous sommes devenus ce que nous sommes par nos choix conscients et inconscients, suite aux expériences que nous avons vécues dans notre vie et l'interprétation qu'on en a faite. Et je crois que pour beaucoup de domaines, c'est une chose que le coach a besoin de connaître pour comprendre le cadre de référence du coaché et l'aider dans le présent à savoir ce qu'il fait avec cela et ce qu'il veut en avoir dans le futur. La différence, c'est qu'en thérapie, on passe énormément de temps au passé et on peut ressasser et ressasser. En coaching, je vous invite vraiment, une fois que vous connaissez le passé, à arrêter les jérémiades, arrêter les plaintes, arrêter de raconter des histoires du passé pour dire, ben, ok, on sait ce qui t'est arrivé, on sait que tu n'es pas bien avec ça, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux changer? Et de vraiment se focaliser sur le ressenti présent par rapport à ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on veut obtenir. Donc, voilà, mais je vois que quelqu'un confirme ce que je dis. Nous sommes la conséquence de notre histoire, disait Hegel, tout à fait. Mais ce qui est chouette, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu mon livre, De quelle vie voulez-vous être le héros? Le sous-titre, c'est Tirer les leçons du passé pour reconstruire son futur. Je crois que le passé et l'histoire sont intéressants pour comprendre le présent et pour pouvoir dire, mais qu'est-ce que je veux faire dans le futur? Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, et puis pour savoir ce que j'ai envie de faire d'autre et de pouvoir décider ce qu'on veut faire, même si c'est complètement différent de ce que certains autres aimeraient que nous fassions. Donc, dans la ligne du temps, nous avons le choix à tout moment de changer notre histoire. Je vois que quelqu'un marque Abat les fatalistes. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qui dit ça? C'est toi, Gisèle. Donc oui, enfin pas Abat les fatalistes, parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas très respectueux d'eux. Je crois qu'il y a malheureusement des gens qui sont tellement ancrés dans certaines énergies et habitudes qu'ils sont englués dans une forme de fataliste. Moi, je crois que je regrette plutôt les gens qui sont fatalistes parce que ils ne prennent pas leur vie en main, mais peut-être que certains ne sont pas malheureux de ça. Ils ne se rendent peut-être pas compte de leur fatalisme et de leur malheur. Nous, notre souci est d'aider les gens qui ont envie de changer, les gens qui ont envie de bouger. Et donc, un dicton français dit l'impossible n'est pas français. Et c'est vraiment un de mes motos dans l'existence. Je crois que quelle que soit notre vie, nous pouvons changer. Il n'est jamais trop tard pour changer, même assez tard. Moi, je connais quelqu'un qui a commencé des études de médecine à 55 ans et qui a maintenant 70 ans, et ça fait plus de 10 ans que cette personne est médecin généraliste. Donc, c'est assez remarquable et c'est une belle preuve qu'on change à l'âge qu'on veut si on en a l'énergie. Je vois une question. Oui, ceux qui disent qu'est-ce qui leur arrive n'est que le destin. Ben oui, il y a des gens qui ont cette croyance. Il y a des gens qui ont cette croyance et moi, ou bien on a vraiment un contrat pour revisiter la croyance et c'est utile, ou pas. Je ne suis pas là pour changer les croyances et les certitudes de leur personne, sauf si ça rentre dans le cadre du contrat de coaching. Si ce n'est pas dans le cadre du contrat de coaching, je n'ai pas à revisiter les gens qui croient que ce qui leur arrive est leur destin. Je crois qu'en effet, il y a une partie de choses qui sont peut-être écrites dans la vie, mais je crois qu'il y a aussi notre libre arbitre. Nous ne sommes pas maîtres de tout ce qui se passe dans notre existence, nous sommes maîtres de la façon dont on réagit. Et j'ai envie de prendre comme exemple les parents Rousseau et d'autres parents qui ont vécu le drame d'avoir leurs enfants violés, assassinés, etc. Et je me rends compte que là, ils ont une force de résilience en se disant « je ne veux pas que mes enfants meurent pour rien et je vais donner un sens à cette perte et à ce deuil ».
Et je crois que c'est la meilleure preuve que nous pouvons trouver une énergie absolument extraordinaire, malgré une grande douleur dans le passé, pour donner un sens à ce qui va rester dans la vie. Ne peut-on aider une personne qui ne croit qu'au destin à prendre conscience de ses croyances? Si, je suis bien d'accord, Béatrice, on peut aider la personne, je dirais, et moi je l'aiderais si ça rentre dans le cadre du contrat de coaching. Si il y a un lien entre cette croyance et le fait qui empêche la personne d'avancer, je suis sûr que je poserai des questions sur ce sujet-là. Donc, on parle de ligne de temps, on parle de changement, et donc pour les questions que je vais poser, j'aime bien commencer par la fin. J'aime bien commencer par, une fois que la personne m'a décrit sa situation, j'aime bien lui dire, mais que voulez-vous atteindre? C'est quoi le ou les objectifs? Et dans combien de temps est-ce que vous auriez envie d'atteindre ça? Quel est le délai? Est-ce que c'est court? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est long? Mais qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir? Parce que je crois que c'est vraiment la fin qui va nous motiver. Je ne crois pas qu'on est aussi motivé de quitter quelque chose et d'éviter quelque chose que de vraiment avoir quelque chose qui est devant nous comme un fil conducteur. Donc j'aime bien commencer par la fin et j'aime bien, par exemple, je me rappelle quand j'ai commencé à suivre des cours d'analyse transactionnelle parce que j'avais énormément aimé ça dans ma thérapie. Le premier objectif que je me suis donné, c'est j'ai envie d'enseigner les principes de l'analyse transactionnelle en entreprise. Je vous parle d'il y a à peu près 30 ans, puisque j'ai fait cette formation en 81-82. Et l'analyse transactionnelle m'avait beaucoup apporté pour sortir de ma dépendance familiale et de ma dépendance d'être dans une entreprise où je gagnais bien ma vie, où je n'étais pas heureux. Et j'ai voulu quitter l'entreprise et je ne savais pas du tout ce que je voulais. Je voulais simplement faire autre chose et je ne savais pas quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir une thérapeute en analyse transactionnelle qui très rapidement m'a demandé mais qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu veux? Et donc moi je parlais de je suis pas heureux en entreprise, les gens ne communiquent pas bien, les gens ne travaillent pas ensemble. Et qu'est-ce que tu veux? Et je crois qu'elle m'a posé la question 4 ou 5 fois, toujours la même question. Et il a fallu un moment pour que je dise, ben, j'ai envie que les gens communiquent mieux. J'ai envie que les gens travaillent mieux ensemble. J'ai envie que les gens soient plus authentiques et je veux me former à ça. Et donc, ce qui m'a vraiment motivé, c'était absolument pas d'avoir un diplôme, d'avoir une formation spécifique, c'était qu'est-ce que j'ai besoin d'étudier pour atteindre le résultat que j'ai envie d'obtenir après. Et ça a été pour moi le motto de toutes les formations que j'ai toujours suivies. J'ai chaque fois suivi une formation parce que j'avais, avec les outils que je connaissais, une limite par rapport à ce que je pouvais faire pour aider mes clients. Et donc, quand je me disais, mais je ne peux pas aider le client parce qu'il y a ça et ça que je ne connais pas, c'est où est-ce que je peux aller étudier ça? Pas pour étudier ça, pour pouvoir aider les clients dans leur accompagnement. Donc, commencez par la fin, vérifier que veulent les gens, et même si c'est à 2, 3, 4 ou 5 ans, vous mettrez alors des milestones, des étapes intermédiaires, mais le chemin à parcourir est vraiment, c'est ça qui va vous donner la lumière. Je regarde... la bonne question, elle est bienveillante et confrontante, mais bien entendu. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Tout est dans le tu avec respect, réserve. Voilà, mais c'est super. Si on est d'accord, on continue. Voilà. Alors, les questions fortes qui partent du sens, je ne vais pas donner un cours sur les outils que j'utilise. Je vous livre plusieurs outils que je suppose ou bien vous connaissez ou bien vous savez où vous pouvez vous les procurer.
Un outil majeur pour moi, ce sont les questions des 6 niveaux logiques de changement. Robert Dilts, PNL. Et donc, c'est vraiment pour moi un outil tout à fait majeur parce qu'il nous permet, et il va nous permettre de faire réfléchir le coaché à 6 niveaux logiques complètement différents, mais qui nous permettent aussi d'avoir des réponses complètement différentes. Parce que selon qu'on l'on adresse un niveau ou un autre, on ne pose pas les mêmes questions. Et donc, il y a des questions qui sont complètement inutiles et qui perdent le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la personne a une problématique à un niveau logique, la réponse, elle est toujours au moins à un niveau au-dessus de celui que la personne amène dans la discussion. Et quand on dit c'est minimum 1, moi j'ai maintenant pris un petit peu l'habitude de très vite aller tout de suite au niveau supérieur, parce que je crois qu'à partir du moment où on est là, on va pouvoir faire ce que je vais vous montrer dans 2 ou 3 slides, je crois. Donc, 6 niveaux logiques de changement, je vis et je travaille dans un certain environnement, j'ai certains comportements, j'ai actuellement des capacités, j'ai actuellement certaines croyances, certaines valeurs, j'ai actuellement une identité et différents rôles, et j'ai une mission, vision. Je vois que j'ai oublié de mettre le mot vision. Moi, j'aime bien partir de la mission et de la vision. Et je vous expliquerai comment je fais ça dans quelques instants. Donc, 6 niveaux logiques de changement, 6 niveaux logiques qui ont trait à des domaines différents et où on pose des questions différentes. Donc, au niveau de l'environnement, nous sommes dans le domaine souvent des contraintes et des opportunités extérieures. Il y a l'environnement, les lois, les règles, les institutions dans lesquelles nous sommes, il y a toute une série de contraintes et c'est toujours important de savoir tiens, mais où sont ces contraintes et donc quelles sont les opportunités qui y sont liées et où et quand se présentent-elles. Si on veut changer quelque chose par rapport à notre environnement, eh bien, on va aller au niveau au-dessus et on va poser des questions sur le comportement. Que veux-tu d'autre? Qu'est-ce que tu veux? Quoi, c'est qu'est-ce que tu veux? Et ça va donc poser sur quelles sont les actions à mener pour changer ou quelles sont les réactions si on n'est plus d'accord de réagir d'une façon où des contraintes nous sont imposées. Donc, puisqu'il y a des contraintes dans ton environnement et que tu ne veux plus écraser, par exemple, que veux-tu faire d'autre? La limitation des comportements, souvent, c'est que les gens disent oui, je voudrais bien, mais je peux point. Et donc, on va rentrer dans le domaine des capacités et on va réfléchir à mais quelles sont les ressources stratégiques dont j'ai besoin, soit à l'intérieur de moi, soit à l'extérieur. Donc, on va répondre à la question de comment est-ce que je vais faire. Oui, j'ai envie de changer, je sais ce que j'ai envie de faire, mais je ne sais pas tout à fait comment. Et donc là, ceux qui connaissent, nous utilisons le modèle SCORE et on va aller rechercher les questions, les ressources personnelles de la personne ou des ressources extérieures. Nos capacités, elles sont, elles, souvent limitées par nos valeurs et nos croyances. Je vais commencer par les croyances. Nous avons des gens qui croient qu'ils ne sont pas capables, ils sont nuls, ils ne sont pas assez forts, ils ne sont pas assez intelligents. Ils ne sont pas assez doués ou ils n'ont pas assez de pouvoir. Et donc, il y a un certain nombre de croyances que nous avons autour des capacités. Et donc, j'invite à poser beaucoup de questions autour des croyances limitantes et j'en reparlerai tout à l'heure avec un modèle que je vous propose. Ce que je remarque souvent, c'est que quand il y a des blocages au niveau des croyances, aller visiter des valeurs est intéressant parce que les gens, parfois, se sentent limités au niveau de leurs croyances. Ils ne se croient pas capables de faire quelque chose, mais si on confronte cela avec une valeur qui n'est pas rencontrée chez eux et qu'on leur pose la question de « bon, mais donc en fait, finalement, tu as une valeur », et tu ne vas pas pouvoir satisfaire ta valeur parce que tu ne te crois pas capable de le faire. Et est-ce que tu es content avec ça?
Et donc, c'est de pousser la personne à revisiter cette croyance limitante et de se dire, mais qui dit que je n'ai pas la possibilité en moi de faire bouger les choses pour atteindre ma valeur? Sur une question, quelle question est adéquate versus je veux, mais je ne peux pas? Eh bien voilà, on est en train d'en parler justement. Hein. Je veux bien, mais je ne sais pas, mais c'est une croyance. Parce que qui dit qu'on ne sait pas, la personne qui a posé la question, c'est 4. Je ne le vois pas bien, je vais prendre mes lunettes. Karl Vanouille. Oui, donc Karl, je vais te donner les questions exactes que je poserai dans ce cas-là dans 2-3 minutes. Donc, les valeurs, c'est vraiment pour beaucoup de gens le moteur de notre vie, et je vous invite, je n'ai malheureusement pas eu le temps de parler de tous les modèles qui peuvent être utiles pour poser des questions fortes. Donc, je vous parle d'un modèle qui n'est pas dans le show et qui est Richard Barrett. Lisez les livres de Barrett sur la spiritualité dans l'entreprise, lisez son travail sur les valeurs. Moi, je me suis formé avec plusieurs personnes sur travailler avec le changement dans les entreprises basé sur des systèmes de valeurs. C'est d'une puissance extraordinaire parce que les valeurs, c'est vraiment un des grands moteurs des gens qui croient à certaines valeurs. Et puis, vous verrez qu'il y a plusieurs niveaux de valeurs et qu'en fonction des niveaux de valeurs, eh bien, il y a des entreprises qui nous conviennent mieux que d'autres. Mais donc, il est important de travailler dans un système de valeurs qui nous convient avec des gens qui partagent le même système de valeurs que nous. Il est extrêmement difficile de vivre en couple ou de travailler avec des personnes qui ont un système de valeurs différent que le nôtre. Et donc, parfois, avec le système de valeurs, on se retrouve coincé avec des choses qui sont paradoxales. Donc, je vais vous donner un exemple. Je suis avec une personne qui est humaniste, qui aime profondément l'être humain, qui est directeur d'une entreprise et qui se voit obligé de virer quelqu'un. Quelqu'un qui est incompétent et qui dit, mais pour moi, c'est insupportable. Je ne peux pas virer cette personne a 50 et des ans, elle a des enfants, sa femme est malade, je peux pas. Et donc, je l'ai invité à réfléchir à son rôle de patron d'entreprise. Je l'ai invité à réfléchir aux conséquences pour l'entreprise, s'il ne virait pas cette personne. Et je l'ai invité à réfléchir à quelles étaient les conséquences pour son autorité de patron vis-à-vis des autres, puisque tout le monde savait que cette personne devait être virée. Et donc, ça a vraiment permis à la personne de faire une double distinction. Un, c'est que lui, il est d'un côté son rôle, mais d'un autre côté, il est son identité. Et que je ne suis pas mon rôle, et parfois dans mon rôle, je dois faire des choses qui ne correspondent pas à mes valeurs. Et bien entendu, c'est important de trouver un métier où les valeurs que nous avons sont des valeurs que nous pouvons respecter, parce que sinon, on risque d'avoir des conflits. Moi, je n'aime pas être patron d'entreprise. J'ai quitté cela depuis, j'avais 35 ans, et ça fait 32 ans que je suis indépendant et que je ne suis même pas patron dans mon entreprise, puisque je travaille avec des gens qui ont tous un statut de sous-traitants indépendants et qui donc, s'ils le veulent, ils partent quand ils veulent, parce que je ne suis pas le patron et parce que cette valeur d'indépendance et d'autonomie est fondamentale pour moi. Donc je crois que nous devons tous, pour nous-mêmes, réfléchir à notre système de valeurs et de voir est-ce que notre métier est compatible, de pouvoir éventuellement travailler avec un coach sur comment est-ce que je vais pouvoir supporter de faire quelque chose qui est contre mes valeurs, parce que je suis dans une contrainte financière ou je suis dans une contrainte dans une entreprise et que j'ai une femme et des enfants et je ne peux pas me permettre de quitter l'entreprise. Et donc, il y aura des questions quelles sont les priorités de valeurs et comment est-ce que je vais pouvoir me respecter en sachant qu'il y a toujours des contraintes. Nous arrivons alors au niveau
qui est pour moi le niveau clé, qui est le niveau spirituel. Et le niveau spirituel pour moi est à ne pas confondre avec la religion. Pour certains, la religion peut être leur vie spirituelle, mais je connais énormément de gens qui ont une vie spirituelle extrêmement élevée sans religion. L'acceptation que nous donnons chez LCA à spirituel est la façon dont on donne un sens à sa vie. Donc spirit, l'esprit, mais l'esprit pas dans un sens religieux, l'esprit dans un sens de lumière, dans un sens de guide, de bougie, de phare, et de dire mais c'est quoi qui me guide, c'est quoi qui m'allume, c'est quoi qui m'anime, hein, et donc c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Comme dit la question à la mission, c'est qui d'autre de plus grand que moi? Si j'ai une mission spirituelle, je ne vis pas pour moi, pour mon choix et pour simplement ma famille, c'est quelle est ma place dans le monde, quelle va être ma contribution au monde. Et donc c'est plus loin que je veux être la meilleure personne possible. Je veux être la meilleure personne possible qui contribue à créer un environnement ou un monde meilleur. Et c'est quoi pour cette personne? Et peut-être qu'il n'y aura pas de réponse. J'ai plusieurs personnes qui ne veulent pas rentrer sur ce terrain-là, et c'est évidemment leur droit. Mais comme tout le monde, comme qui se ressemble s'assemble, j'ai de moins en moins de gens qui ne sont pas intéressés par cela. Je regarde si j'ai une question. Il n'y a pas de nouvelles questions. Il n'y a pas de nouvelles questions, mais merci. Merci. Dans les commentaires, on regardera. Alors, j'ai parlé des valeurs, et j'ai parlé des questions sur les valeurs, parce que c'est vraiment fondamental. J'ai parlé du sens. Je voudrais parler des besoins. Dans mon livre « De quelle vie voulait être le héros », j'ai la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que je vais le rééditer, puisqu'il est épuisé. Et il y a 88 pages qui parlent des besoins, et nous parlons des besoins spirituels, émotionnels, intellectuels, physiques et matériels. Ce sont des plans qui sont complètement différents, qui sont complètement interdépendants, et quand nous ne sommes pas bien à un niveau ou à un autre, c'est qu'un besoin n'est pas satisfait. Ce qui est important, c'est de vérifier à quel niveau. Je vais vous donner un exemple un peu amusant. Vous rentrez du travail, vous êtes fatigué et vous vous dites « Oh là là, j'aurais envie d'aller faire un petit peu de sport, mais je suis trop fatigué, je ne vais pas y aller. » En fait, votre fatigue, vous croyez qu'elle est physique, elle n'est probablement pas physique. Elle est probablement fatigue intellectuelle si vous avez fait un travail intellectuel, ou fatigue émotionnelle, psychologique, parce que vous avez eu une journée qui est dure. Mais comme notre corps est un système interactif et que vous ne vous rendez peut-être pas compte du stress que vous avez vécu la journée, c'est votre corps qui est fatigué et vous voulez vous détendre. Ceux d'entre vous qui avaient déjà vécu ça et qui avaient dépassé cette fatigue en disant mais je vais quand même faire l'effort d'aller le faire, vous êtes très content d'avoir été faire votre exercice. Donc nous avons des besoins qui sont des besoins différents à plein de niveaux, et je crois que c'est important de visiter les différents niveaux. Les gens logiques, rationnels et cartésiens visitent beaucoup leurs besoins intellectuels et matériels. Ils ne visitent pas toujours les besoins physiques, du corps physique, et ils visitent très peu leurs besoins émotionnels. En entreprise, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'amitié, on n'a pas besoin de relations, on n'a pas besoin de signes de reconnaissance, puisque nous n'en avons jamais eu, nous avons fait carrière sans avoir été félicités, donc pourquoi est-ce que les autres auraient besoin de signes de reconnaissance? Donc les besoins émotionnels dans notre monde de l'entreprise sont extrêmement étouffés, et je crois que c'est une des grandes raisons des burn-out, c'est une grande raison des dépressions, c'est une grande raison du découragement de certaines personnes. Non seulement il n'y a pas de sens à leur travail, mais leurs besoins ne sont pas toujours ni entendus ni reconnus. Donc, beaucoup de questions à poser au niveau de leurs besoins. Et
pour moi, ce qui amène le bien-être, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Et l'alignement, c'est je suis aligné à mes 6 niveaux logiques, je sais ce que je veux faire, mon rôle est aligné avec mes valeurs, mes croyances, je sais que je suis capable de réussir ce que je fais, j'utilise les bons comportements et je choisis l'environnement dans lequel je veux travailler. J'avais encore le plaisir de discuter avec Philippe tout à l'heure et qui m'a dit, j'ai pris une décision, c'est qu'il y a un environnement dans lequel je n'irai plus travailler parce qu'il ne me convient plus. Eh bien, à tout âge, nous pouvons prendre ce genre de décision. Il y a un moment donné où il y a des choix à faire et il y a des besoins qui ont été satisfaits d'une certaine façon et qui ne le font plus. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer quand nous voulons. Ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle, Bob et Eric Goulding ont défini ce qu'on appelle la théorie de la redécision. Nous pouvons, dans notre vie, avoir eu un scénario inconscient. À n'importe quel âge, nous pouvons redécider de notre vie. Alors, ce qui est évidemment, puisqu'on parle de coaching, extrêmement important, c'est de parler de la notion de paradoxe et d'accepter ces paradoxes. Et je crois qu'une des choses que j'ai probablement le plus appris dans mon métier de coach, c'est ça. On dit que moi je suis un juriste au départ, donc au départ les choses étaient blanches ou noires. Quelqu'un avait raison ou avait tort, et je suis assez loin de cela maintenant. Et ça a été tout un chemin d'accepter le paradoxe et d'accepter le paradoxe chez les autres. Et un des paradoxes essentiels du coaching, c'est que les gens ont envie de changer et peut-être pas. Parce qu'en même temps, il y a cette envie de changement et en même temps, notre corps et notre système a une envie et un besoin d'homéostasie, donc d'équilibre et de rester dans notre zone de confort. Et donc, nous sommes énormément partagés entre deux tensions dans des sens opposés. Et donc, ce que nous avons à interroger auprès de notre coaché, c'est d'accepter ça, de reconnaître ça. Il n'y a pas à culpabiliser, il y a à se dire, ah ben oui, tiens, tu as deux tendances opposées. Et si on les visitait? Et donc, c'est aller poser des questions, de visiter une tendance et puis l'autre, et puis éventuellement, vous les mettez en discussion les unes avec les autres. Par rapport à cette résistance au changement, une des grandes excuses que nous avons, ce sont nos croyances limitantes. Et donc là, je vous conseille de lire un livre et de voir les questions de Katie Byron, qui a défini une méthode qui s'appelle The Work, et elle a écrit 2 livres, dont Aimer ce qui est vrai, et l'autre c'est Tu m'aimes, est-ce vrai? Et elle pose donc en fait 4 questions. Moi, ce sont 4 questions que je pose, peut-être pas toutes les 4, mais tous les jours, en coaching. La première, c'est ébranler la certitude de la personne. Est-ce vraiment vrai? Parce que les gens disent ce n'est pas une croyance, c'est une certitude. Donc la première question, c'est est-ce vraiment vrai? Et vous laissez le temps de réfléchir. Et puis, vous dites, ah, quelles sont les preuves que tu as? Quelles sont les preuves que tu as que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu n'as aucune preuve que ce n'est pas vrai? Donc là, on va en fait émousser la croyance pour qu'elle devienne moins forte. Deuxième question intéressante, c'est comment est-ce que tu réagis quand tu as cette pensée? Et donc, tu dis, ma sœur ne m'aime pas, et c'est vraiment vrai. Comment est-ce que tu réagis quand tu dis ça? Qu'est-ce que tu penses quand tu dis, ma sœur ne m'aime pas? La question suivante serait, qu'est-ce qu'elle serait ta vie si tu n'avais pas cette pensée? Si tu n'avais pas cette pensée-là, que ce soit de toi, de ta sœur, de n'importe quoi, quelle serait ta vie sans cette pensée? Parce qu'on se rend compte que certaines de nos pensées, eh bien, elles finissent par dicter notre vie. Et la 4e méthode qu'elle utilise, c'est de retourner la pensée de diverses manières et de trouver donc des choses opposées. Donc ce serait par exemple, ici, ce serait de dire, tiens, dis-moi, je n'aime pas ma sœur, ou bien dis-moi, ma sœur m'aime, dis-moi, nous nous aimons, ou disons, personne n'aime ma sœur, ou ma sœur aime tout le monde. Et donc on va vraiment vérifier et de voir différentes autres choses que cette affirmation. Au plus les gens sont affirmatifs et au plus ils sont coincés, au plus il y a quelque chose qui se cache derrière cette rigidité.
Donc, la résistance au changement, elle est logique, elle est normale, et en fait, elle est due à deux grandes peurs, parce que dans la peur du changement, on a un peu peur de l'inconnu, et on a deux peurs qui sont très opposées l'une à l'autre. On a peur de l'échec, mais on a aussi peur de la réussite. Je connais beaucoup de personnes, et c'est connu en sport, hein, à la balle de match, la main qui tremble en tennis, pour les golfeurs, le dernier putt de 25 cm qu'on rate. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un scénario presque en analyse transactionnelle et qui sont presque à la réussite et qui flanchent ou qui font une erreur juste avant. Et donc, c'est vraiment intéressant de travailler en coaching sur, tiens, mais comment ça serait si tu réussissais? Et dans les KPI, donc les facteurs d'évaluation de coaching, c'est de dire, d'inviter les gens à dire, tiens, mais si tu atteignais ton objectif, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Et qu'est-ce que tu vas ressentir? Donc, c'est déjà de les faire rentrer dans cette sensation de réussite et de voir comment seraient les choses si c'était comme cela. Et peur de l'échec, eh bien évidemment, elle est probablement due à des peurs d'échec avant et la peur du jugement. Et donc là, il y a énormément de questions à poser parce que de toute façon, nous sommes toujours jugés. On ne pourra pas empêcher les gens de nous juger. Le monde est rempli de juges qui n'ont pas été institués juges, mais qui le sont. Et donc, une des questions que je pose, c'est qu'est-ce qui fait que tu es sensible au jugement de cette personne? Et qui est cette personne pour juger? Quelle est sa compétence? Quelle est son importance dans ta vie? Et qu'est-ce qui fait que ce jugement-là a l'air d'être une vérité pour toi? Donc, beaucoup de questions autour de la peur, et comme je l'ai vu tout à l'heure, je crois que c'est Antoine qui avait fait la remarque, les questions sont vraiment à poser dans la bienveillance, mais également dans la confrontation bienveillante. Je laisse Philippe intervenir parce qu'il y a l'air d'avoir un petit... Non, c'est parce qu'on est au bout du temps. On est au bout du temps. Je vais rajouter ça minutes et puis... Voilà. Il est temps de conclure. Il est temps de conclure, voilà. Alors, voilà, mais ça tombe bien puisqu'on est au dernier slide. Et en fait, le dernier slide, c'est... Moi, je trouve que le coaching est un métier extraordinaire et assez peu fatigant. Moi, je préfère être coach que consultant chez McKinsey, parce que consultant chez McKinsey, je vais passer des mois et des heures et des nuits blanches et des week-ends entiers à imaginer des scénarios et jouer questions-réponses sur tout ce que le consultant propose. Eh bien, chez nous, on a un rapport à remettre qui s'appelle la page blanche. Quand nous sommes avec un client, il n'y a rien à préparer. Il n'y a rien à préparer parce que on accueille notre client, on essaie de savoir ce qu'il veut, on va l'aider à préciser. Et n'oubliez pas que souvent, un bon objectif de coaching avec des bons critères d'évaluation, c'est la moitié du coaching. Donc, la page blanche. Et la page blanche, comment est-ce que vous allez l'utiliser? Eh bien, c'est d'écouter la question que votre coaché vous souffle de lui poser. Parce que toute question est une question que quelque part, votre coaché vous a induit. Par son verbal ou par son non-verbal, la qualité de l'écoute au-delà des mots sera que vous avez envie de préciser quelque chose. Donc laissez-vous surprendre par, mais quelle est la question, qu'est-ce que vous avez besoin de préciser pour le client avec ce qu'il a dit. Parce que, comme vous le savez, le client fait des généralisations, fait des omissions, fait des distorsions, et vous donne des informations sur ce qui a besoin d'être précisé. Donc, je vous invite à avoir énormément d'observation, d'écoute, d'être à l'écoute de votre client. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente application de tout cela. À bientôt.